Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand Amour, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il faut avoir pratiqué les transports en commun pour en avoir fait l'expérience. Tout corps masculin plongé dans une rame de métro a tendance à écarter les jambes lorsqu'il se retrouve en position assise, y compris aux heures de pointe. Un comportement qui porte désormais un nom, le manspreading, autrement dit l'étalement masculin, également appelé syndrome des couilles de cristal par certaines associations féministes. Le manspreading, c'est le dernier en date des termes aujourd'hui utilisés pour qualifier des comportements qui relèvent du sexisme ordinaire. D'autres l'ont précédé, le manterrupting, cette manie qu'ont les garçons de couper la parole aux filles, le mansplaining, lorsque les mêmes s'évertuent à leur expliquer ce qu'elles savent déjà, et pour les amoureux de la francophonie, la charge mentale qui consiste à faire peser sur les femmes l'organisation de la vie du ménage. La rapidité avec laquelle ces notions se sont répandues est impressionnante. Elle témoigne d'une utilisation particulièrement efficace des réseaux sociaux par les nombreux collectifs et associations féministes. Mais leur multiplication ne finit-elle pas par amoindrir la force du message, d'autant qu'on peut s'interroger sur la pertinence du caractère essentiellement sexiste de certains comportements. Alors sexisme, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Eh bien c'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Camille Froidevaux-Métry, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Reims-Champagne-Ardenne. Vous êtes par ailleurs membre de l'Institut universitaire de France. Vous donnez des cours également à Sciences Po. Et vous avez publié chez Gallimard en 2015 La révolution du féminin. Pour discuter avec vous, Marie Alibert, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de l'association Oser le féminisme, une association qui est née en juin 2009. Son but, déconstruire les préjugés sur le féminisme et éradiquer le patriarcat. C'est ce qu'on peut lire sur votre compte Twitter, sur celui d'Oser le féminisme. Troisième invitée, elle est en duplex des studios de France Bleu à Montpellier. Il s'agit de Marianne Pavot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en sciences du langage à l'université Paris 13. Vous tenez un blog, La pensée du discours, blog dans lequel une partie est consacrée aux pensées féministes. Et vous allez pouvoir notamment nous parler de ces nouveaux termes qui apparaissent, de ce qu'ils veulent dire, quelle peut être leur portée. Je voudrais commencer par cette notion, avec vous trois, de manspreading. Et comme on le fait de temps en temps, je suis allé regarder la définition sur Wikipédia. Et que peut-on lire à propos du manspreading dans Wikipédia ? Qu'il s'agit d'un comportement en général masculin, observable dans les transports en commun, consistant à s'asseoir en écartant les cuisses, en occupant alors plus que la taille d'un siège. Est-ce que c'est une définition que vous valideriez, Marie Alibert ? Oui, il me semble que c'est exactement la définition. C'est un comportement effectivement essentiellement masculin, je pense. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est assez peu recommandé aux femmes et aux jeunes filles dans l'éducation d'écarter les cuisses. C'est pas considéré comme très très chic ou très très positif. Donc oui, essentiellement masculin et dépasser la place de son siège, donc empiéter bien sûr sur le siège de la voisine ou du voisin. Essentiellement masculin, est-ce que ça veut dire pour vous exclusivement masculin ou bien très majoritairement masculin ? Parce qu'il y a un petit débat autour de cette question. C'est vrai que le manspreading, on en parle beaucoup ces temps-ci. Il y a eu notamment une chronique sur Europe 1 de Raphaël Antoven. Bon, c'est pas le seul à avoir un peu critiqué ce terme en disant, même si c'est un comportement typiquement masculin, on ne peut pas justement l'essentialiser. Il faudrait davantage parler de human spreading, c'est-à-dire un comportement humain. Les gens et nos détracteurs en général adorent dire qu'on ne devrait pas défendre les droits des femmes, mais les droits humains, donc pas dénoncer le manspreading, mais plutôt le human spreading, etc. En réalité, ça sert juste à masquer la réalité qui est que les femmes et les hommes ont une façon d'occuper l'espace public qui est différenciée. Et ça ne s'applique pas d'ailleurs que à la façon dont on se tient dans le métro. En fait, c'est vrai aussi pourquoi il y a du harcèlement de rue, parce que les femmes sont perçues comme étant moins légitimes à occuper l'espace public, notamment la nuit, etc. Donc c'est fausser le débat que de dire que c'est du human spreading, et ça m'importe assez peu que ce soit une majorité d'hommes ou exclusivement des hommes. L'important, c'est qu'on a des témoignages de dizaines et dizaines de femmes qui indiquent qu'elles se sentent victimes de ce comportement de la part d'hommes de manière très 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 régulière. Alors je disais en introduction, on parle de manspreading, si on le traduit c'est l'étalement masculin, ou comme par exemple le promeut Oser le féminisme, le syndrome des couilles de cristal. Camille Froidevaux-Métry, est-ce que en tout cas c'est un phénomène que vous considérez, vous, comme participant des formes, il y en a d'autres, de sexisme ?
Oui, c'est un phénomène qui renvoie à quelque chose d'absolument fondamental pour essayer de comprendre les rapports entre les hommes et les femmes aujourd'hui, qui a trait à la socialisation différenciée des petits garçons et des petites filles. La philosophe américaine Iris Marion Young a écrit un texte qui est un peu fameux sur cette question, qui s'intitule Throwing Like a Girl, lancer comme une fille, où elle étudie, elle rencontre du comportement différencié des garçons et des filles quand on leur met une balle entre les mains, en observant de façon très détaillée comment les unes et les autres lancent cette balle. Et ce qu'elle en déduit, c'est que l'occupation de l'espace des garçons est beaucoup plus impliquée, elle est beaucoup plus assumée quand les filles sont sur un mode timide, dit-elle, de timidité corporelle, c'est-à-dire qu'elles ont une relation à leur corps et à l'espace qui environne leur corps, qui est inhibée, qui est, comme elle dit, figée sur place, et qui va avoir des conséquences sur l'entièreté de leur parcours. Et c'est cette idée d'une socialisation qui différencie les filles et les garçons, puis les hommes et les femmes dans l'espace, qui me semble importante, et qui dit bien plus que ces histoires de sièges dans le métro, qui dit que on n'apprend pas aux filles à se comporter corporellement de façon assumée et, j'allais dire, de façon étendue dans l'espace précisément. Mais est-ce que ça traduit seulement une forme de domination ? Est-ce qu'on peut pas aussi voir l'effet, pour revenir à la question de l'éducation, de l'impact de discours qu'on peut aussi tenir aux garçons, qui est, par exemple, ne croisez pas les jambes ou alors ne pas serrer les jambes parce que ça pourrait être vu comme une attitude un peu efféminée. Donc, je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui peut vous évoquer quelque chose. Je vois que vous froncez les sourcils. Non, mais ce que vous dites, ça, en fait, non, ce que vous dites renforce d'une certaine façon ce dont je parlais, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des façons, on s'assied comme une fille, on gesticule comme une fille, on marche comme une fille, et lors de ce fait, il y a aussi des façons de marcher comme un garçon, etc. Mais ce binarisme-là, il correspond, j'allais dire, à un monde ancien, un monde où les femmes étaient effectivement confinées, et d'ailleurs un monde où l'espace qui leur était réservé n'était que domestique et où l'espace public leur était largement interdit. Nous sommes fort heureusement sortis de ce monde où les femmes étaient cantonnées, et donc c'est tout un travail, j'allais dire, de réadaptation de la corporalité féminine dans l'espace public qu'il faudrait pouvoir mener. Marianne Pavot, parler de manspreading et dénoncer justement ce type de comportement, ça n'est pas quelque chose d'anecdotique, par exemple, au regard d'autres combats qui peuvent être ceux du féminisme ? Non, ça me semble pas anecdotique. Et ce qui m'intéresse dans la définition que vous avez donnée tout à l'heure, c'est que vous l'avez tirée de Wikipédia, et donc vous avez donné une définition qui est participative, qui est collective, et donc qui n'est pas du tout rentrée dans les dictionnaires, donc qui n'est pas encore, si vous voulez, passée par la hiérarchie des détenteurs du sens. Et on ne sait pas d'ailleurs si elle a été plutôt formulée par des hommes, par des femmes, un peu des deux. Voilà, ça c'est compliqué. Alors ça, c'est très difficile c'est très difficile de faire des enquêtes sur les collaborateurs de Wikipédia, mais c'est très très majoritairement des hommes en général. Hein. C'est un trait tout à fait. Il y a un manspreading de Wikipédia aussi. Mais donc la définition participative, ça veut dire qu'elle témoigne d'un ressenti, qu'elle témoigne d'un ensemble de ressentis, d'un ensemble de subjectivités, et c'est ça que je trouve tout à fait intéressant. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est le contre-argument dont vous vous êtes servi pour ouvrir l'émission, qui est non, finalement, c'est pas du manspreading, c'est de l'humanspreading. Mais c'est un argument typiquement antiféministe que de dire qu'il s'agit d'un trait de l'humanité en général et non pas d'un trait attribuable à l'une de ses parties. Donc il y a une rhétorique là, si vous voulez, qu'on connaît bien quand on travaille un petit peu à la fois comme militante et comme chercheuse dans les métiers, dans les milieux féministes. Donc ça, je trouve ça tout à fait intéressant, la manière dont la définition se construit et la manière dont les arguments contre cette notion se construisent. Alors, il faut dire que si on reste d'un point de vue, alors ce qui va être le mien, strictement empirique sur cette question de l'étalement masculin, c'est vrai qu'il suffit de prendre les transports en commun pour constater que ceux qui écartent les jambes, qui prennent de la place, ce sont des hommes, ce ne sont pas des femmes. Pour autant, ceux qui subissent cet étalement ne sont pas exclusivement des femmes. Il m'arrive, moi, par exemple, d'être gêné justement par l'étalement de mon voisin sur un siège. Est-ce que le fait que des hommes subissent aussi ce manspreading, ça ne veut pas dire, Marie Alibert, que ça n'est pas
uniquement, c'est du sexisme, mais ça n'est pas uniquement du sexisme, et qu'il ne faut pas aussi porter le combat sur la question de la lutte contre les incivilités, et pas seulement sur les questions de sexisme. En fait, pour moi, ce qui fait que c'est sexiste, c'est non pas qui en est victime, mais qui le fait, qui commet, entre guillemets, ce manspreading dans les transports. Et vous l'avez dit, ça, c'est les hommes. Donc, ce que ça dit sur la construction sociale, sur la socialisation différenciée, comme vous l'avez dit, c'est que les hommes ont le loisir d'occuper l'espace public à leur convenance. Et à la limite, qu'il y ait des hommes en dommages collatéraux ou un dommage collatéral, c'est assez peu important pour moi. Mais ça veut dire que moi, je peux être victime de sexisme à cause de ce comportement-là ? Ça veut dire que les hommes qui font ça sont dans des comportements sexistes et que vous êtes un dommage collatéral de ces comportements sexistes dont l'essentiel du temps, les femmes sont victimes. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Comment est-ce que vous voyez les choses, Camille Fradvométry, et ensuite Marianne Pavot ? Oui, je crois que c'est le fait que vous vous sentiez en quelque sorte victime vous-même, ça permet de repérer, de la perpétuation de comportements, une fois encore, qui relèvent du temps long, de la socialisation des individus. Et pour vous sentir vous gêné, il faut que vous ayez conscience en quelque sorte qu'il y a quelque chose un peu d'anormal dans cette posture. C'est une façon peut-être aussi de vous faire prendre conscience de vos habitudes posturales notamment. Enfin voilà, je crois que effectivement l'essentiel c'est quand même de dire qu'on est dans le repérage d'habitudes corporelles très différenciées et qui se font toujours un peu au bénéfice des mêmes. Mais si je vous dis que ça me paraît autant anormal que par exemple d'avoir des gens qui, quand ils ont leur téléphone portable dans une rame de métro, parlent extrêmement fort, ou bien alors étalent leurs jambes et vous empêchent de rentrer dans la rame, ça n'est pas du même ordre pour vous, Marie Alibert ? Alors en termes de communication vis-à-vis des usagers et usagères et d'attendus vis-à-vis des compagnies de transport en commun, on pourrait regrouper tout ça sous le grand chapeau des incivilités. Moi, ça me gênerait pas que le manspreading soit inclus au même titre que céder sa place sur le strapontin, se lever du strapontin quand il y a du monde ou céder sa place à une personne âgée, qu'on mette au même titre que ça le fait de ne pas occuper l'espace de son voisin ou sa voisine. Donc oui, on pourrait le regrouper sous la grande bannière des incivilités. Cependant, c'est comme ça que c'est fait d'ailleurs dans le métro new-yorkais et dans les transports en commun à Madrid. C'est fait de manière assez neutre. Par exemple, Madrid. Alors je vais prononcer une phrase en espagnol. Je m'excuse parce que j'ai pas fait beaucoup d'espagnol dans ma vie, mais donc ce manspreading qui est traité comme une incivilité parmi d'autres a priori, puisque le slogan c'est « Respeta el espacio de los demás », qui veut dire « respecter l'espace des autres ». Ouais. Mais ceci dit, c'est une bonne solution, je trouve, d'un point de vue pragmatique, mais ça dépolitise quand même ce qu'il y a derrière, en fait. Et ça, c'est une façon aussi d'invisibiliser le rapport de force et le rapport de domination qu'il y a derrière. Donc, c'est pas idéal non plus en termes de décryptage, d'éducation et de changement des mentalités. Mais ça permettrait au moins de faire que ce message existe quelque part. Ça dépend peut-être aussi de l'objectif finalement qu'on recherche, Marianne Pavot. C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche à faire modifier ces comportements ou est-ce qu'on cherche d'abord à dénoncer ces comportements ? Mais je crois que la distinction qui a été faite entre qui fait l'acte et qui le subit, elle est fondamentale parce que dans les exemples que vous donnez, parler fort au téléphone et étaler ses jambes, ce sont des comportements qui, alors je ne sais pas s'il y a des statistiques, mais qui peuvent, disons, être partagés entre les hommes et les femmes. Or, le manspreading n'est pas un comportement partagé entre les hommes et les femmes. Il est très, très majoritairement masculin. Donc, ce sont des incivilités qui, à mon avis, ne sont pas à mettre sur le même plan à cause de la socialisation, à cause de la domination masculine dans l'espace. Et actuellement, il y a beaucoup de géographes et de sociologues de l'espace qui se sont mis à travailler sur les rapports entre la ville et le genre. Et ce qu'ils montrent, puisque les transports en commun sont quand même des espaces urbains, des espaces dans la ville, ce qu'ils montrent, c'est que les villes sont genrées et que les villes, alors de manière très irrégulière et sans généralité aucune, mais les villes sont quand même construites pour que les hommes, essentiellement, y aient leurs espaces, et en particulier, dans certains cas, les espaces nocturnes. Donc, dénoncer le manspreading, c'est au-delà de dénoncer simplement, effectivement, qu'un homme écarte les jambes et jouer avec la cristallisation de ses couilles, selon la jolie petite expression. C'est réfléchir de manière beaucoup plus générale sur la place des hommes et des femmes dans la ville et la manière
dont la ville et les transports peuvent effectivement évoluer à coup de dénonciation de stéréotypes, effectivement, pour que les dominations des corps cessent, pour laisser la place à une espèce d'idéal répartition des corps. Mais si je vous dis que du point de vue de l'efficacité, ce serait peut-être plus efficace de porter le combat sur le terrain de la lutte contre les incivilités plutôt que d'en faire un élément du combat contre les formes de sexisme ordinaire, Camille Froide-Vaux-Métry, est-ce que vous considérez que c'est la bonne manière de faire et qu'il faut aussi peut-être faire preuve de pragmatisme si on veut faire cesser certains comportements? Ce que je trouve intéressant dans ce débat autour du manspreading, relativement à cette dimension de la lutte féministe et de sa diffusion, c'est qu'elle peut paraître effectivement, si on creuse, et comme en train de le faire, en vous écoutant, j'étais en train de me dire que certains auditeurs et auditrices pouvaient se dire, bon, on va parler longtemps de cette histoire, est-ce que ça vaut la peine de creuser à ce point? Oui, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que, en fait, cette question, c'est comme la surface de l'iceberg, c'est-à-dire que ça permet, quand on y met les pieds, de prendre la mesure à la fois de la masse et de l'inertie du bloc qui se trouve en dessous de nos pieds et qui est l'énorme bloc, disons, des inégalités entre les hommes et les femmes, des discriminations et jusqu'aux violences faites aux femmes, c'est-à-dire le bloc des thèmes de la lutte et de la pensée féministe. Donc quand un sujet comme celui-ci fait un petit peu le buzz, comme on est en train d'y contribuer ce soir, il permet aussi de raccrocher certaines personnes peut-être qui n'auraient pas été sensibles à ces questions, et je pense notamment aux plus jeunes, aux jeunes filles, aux jeunes gens qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans des féminismes militants, mais qui peuvent être sensibilisés par les biais un peu détournés, comme le manspreading, ou comme la prise de parole de telle vedette américaine, ou la commercialisation de tel t-shirt à message, qui peuvent paraître au prime abord totalement superficiels, mais qui permettent néanmoins une sorte de diffusion, voire même d'imprégnation de la lutte féministe dans la société. Marianne Pavot? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette vision, et je crois que ce manspreading est une sorte de laboratoire de quelque chose qui est beaucoup plus large. Il me semble qu'il ne faut pas voir ces phénomènes de manière isolée, mais insérés dans un ensemble qui dessine une place minorée des femmes dans le corps et dans l'espace social. Vous avez parlé au début du mansplaining. Alors il y a beaucoup de choses. Il y a la domination. Je rappelle, si vous permettez, juste parce que comme j'ai fait très vite, le mansplaining, c'est ce qui consiste à... je vous laisse le dire d'ailleurs. Vous avez fait une petite erreur. Voilà. Je pense que vous avez fait une petite erreur parce que vous l'avez défini comme un homme qui explique à une femme ce qu'elle sait. Mais en fait, le mansplaining, c'est un homme qui explique à une femme ce qu'elle sait sur les femmes. Et le féminisme, à la base, c'est ça, le mansplaining. Je pensais que c'était plus large, vous voyez. D'accord. Voilà, non, alors ça s'est élargi, mais... Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le manspreading, le mansplaining, effectivement, la charge mentale dont vous avez parlé, mais aussi la domination des hommes dans les manifestations scientifiques, puisque nous sommes deux universitaires ici dans cette émission, domination qui est à la fois quantitative et qualitative, c'est-à-dire qu'on va avoir des hommes qui ont des postes plus importants que les femmes qui sont invitées. On va avoir aussi dans la presse la manière de présenter les succès des femmes, par exemple, Serena Williams a été comparée à Carl Lewis. Delphine Ernotte a été présentée dans la presse après sa nomination via son mari. Donc il y a énormément de choses comme ça qui se passent et qui sont en train de faire l'objet des discours féministes, effectivement via les réseaux sociaux, mais via aussi des collections, des anthologies sur les Tumblr, par exemple. Et donc, effectivement, ces discours ces petits phénomènes sont des laboratoires qui nous permettent quand même de travailler des répartitions inégales des droits et des corps des hommes et des femmes dans la société. Une des nouveautés, me semble-t-il, de ces derniers mois, disons, c'est que ces petits phénomènes, aujourd'hui, ont un nom qu'ils n'avaient pas autrefois. Maria Libert, si ce qui constitue, comme nous le disait Camille Froide-Vaux-Métry, une forme de socle, de bloc, de partie non visible de l'iceberg, est-ce que ça n'est pas aussi parce que d'autres formes plus visibles et plus problématiques, je sais pas si c'est la façon de dire qui convient, mais en tout cas d'autres formes plus visibles de sexisme commencent quand même à diminuer et qu'on s'aperçoit, qu'on voit apparaître justement des choses un peu plus en profondeur.
Oui, moi j'aimerais beaucoup qu'on s'occupe du manspreading parce qu'il n'y a plus de viol ou qu'il y a la parité dans toutes les grandes institutions et les grandes entreprises. En fait, je ne crois pas que ce soit le cas malheureusement. Mais simplement, je crois que ce que ça met à jour, c'est plutôt ce que nous on appelle le continuum des violences sexistes, qui est le fait que, en fait, c'est exactement le même phénomène qui est à l'œuvre quand il y a une blague sexiste qui est dite, mettons, sur le lieu de travail, quand on rencontre de la publicité sexiste dans le métro, quand on a après un homme à côté de soi qui fait du manspreading et quand on gagne pas autant qu'un homme pour un travail équivalent, par exemple. Donc pour nous, tout ça, c'est le même fil rouge qui est finalement ce qu'on appelle la domination patriarcale. Mais pardonnez-moi, par exemple, sur l'autre cas, celui de la charge mentale, donc qui consiste à déléguer à la femme la charge de l'organisation du ménage, pour faire un peu simple. Est-ce qu'on en parlerait autant s'il n'y avait pas eu des progrès importants, qui reste encore important à faire, mais quand même des progrès importants sur la répartition des tâches ménagères. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas parce que les hommes participent davantage aux tâches ménagères qu'aujourd'hui, on peut aborder cette question de la charge mentale? Moi, je pense qu'on parle aujourd'hui de la charge mentale parce que justement, on se rend compte qu'elle a un vrai impact sur la vie professionnelle des femmes. Et donc, on peut pas traiter, par exemple, de l'égalité salariale sans parler, en fait, de toutes ces contraintes qui s'exercent par ailleurs sur la vie des femmes et dont fait partie la charge mentale. Donc, je le vois complètement comme deux compléments et deux faces d'une même pièce et pas du tout comme l'une qui apparaît parce que l'autre a été réduite. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment au contraire, ça montre que cet iceberg qu'est le patriarcat et le sexisme apparaît sous de multiples facettes et c'est ça qu'on voit pour moi dans toutes ces expressions différentes. Camille Freud-Vaumetry. Oui, j'ai une position un peu plus nuancée parce que je trouve que il faut prendre parfois la mesure des avancées qui ont été accomplies depuis quelques décennies seulement, 5 décennies, et que sur le terrain de la vie familiale notamment, il se passe des choses tout à fait intéressantes. Je qualifie de ce phénomène de convergence des genres, c'est-à-dire que les rôles sociaux et les fonctions familiales ont tendance à s'homogénéiser, c'est-à-dire que à mesure que les femmes investissent la sphère sociale, les hommes, et je parle des plus jeunes générations bien évidemment, manifestent un intérêt de plus en plus grand pour ce qu'on appelle aujourd'hui donc la conciliation des temps, mais aussi, disons, pour la dimension simplement privée, intime de leur existence. Alors, on a des indicateurs qui sont massifs, notamment ces fameuses statistiques sur le partage des tâches ménagères. Donc, on peut effectivement rester un petit peu le nez sur ces chiffres en se disant c'est terrible, c'est les femmes qui assument encore tant de choses. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution aussi. D'une part, c'est l'évolution, c'est-à-dire l'endroit où nous allons, l'horizon qui est le nôtre, qui est quand même celui d'une forme de désexualisation des rôles et des fonctions. Bon, je force un peu le trait, mais à dessein, pour essayer justement d'adopter une perspective un peu plus panoramique. Et puis, quand on nuance et qu'on affine et qu'on observe, en observant quel type de tâches ménagères sont plus ou moins bien réparties, quel type de fonctions remplissent davantage les hommes aujourd'hui, on s'aperçoit tout de même qu'il y a des évolutions, notamment en termes d'investissement et d'implication des hommes dans la parentalité, le mot d'ailleurs le dit bien, qui ne sont pas anecdotiques. Marie Alibert. Alors je vais parler du coup de ces grands chiffres qui sont ceux qu'on ressort tout le temps, mais qui sont que encore 80% des tâches ménagères sont effectuées par des femmes, par exemple. Et pour nous, en fait, alors peut-être qu'il y a qu'on commence à pressentir des nouvelles organisations familiales, et tant mieux. Moi, je me réjouis très bien. Je vais pas cracher dans la soupe si on nous dit qu'il y a des nouveaux modèles de famille qui existent, dans lesquels il y a plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Je m'en réjouis. Pour le moment, c'est pas le reflet des statistiques de masse, encore une fois, qu'on a. C'est pas non plus le reflet de ce qu'on voit quand on voit les réactions massives à cette bande dessinée sur la charge mentale qui a eu, à quel point les femmes s'identifient encore immensément à cette répartition des rôles et au fait que finalement, même quand leur mari les aide, rien que ce verbe aider, comme si c'était leur fonction naturelle que d'accomplir ces tâches domestiques et que le conjoint ne viendrait que parce qu'il est vraiment très généreux de bien vouloir aider. Voilà, pour moi, ça reflète quand même vraiment une organisation qui évolue très 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 lentement et dans laquelle les femmes portent encore beaucoup trop, en tout cas beaucoup trop pour pouvoir réaliser du côté du travail ce qui est demandé dans la vision du travail telle qu'elle est promue aujourd'hui dans la plupart des entreprises, par exemple. Marianne Pavot, la charge mentale, le manspreading, le maninterrupting, le mansplaining, ce sont des notions qui ont connu un succès rapide et assez impressionnant. Est-ce que vous l'attribueriez uniquement à la force des réseaux sociaux, c'est-à-dire aujourd'hui c'est peut-être beaucoup plus facile de communiquer sur de telles notions, ou bien c'est aussi un succès qui est lié à notre ordre, c'est-à-dire que justement il y a une forme de prise de conscience, qui est peut-être pas d'ailleurs prise de conscience que chez les femmes, de ces phénomènes dont on avait du mal à parler parce qu'on ne leur mettait pas un nom dessus.
Je pense que le succès de ces notions, de ces mots qui sont en général des emprunts d'ailleurs, des emprunts à l'anglais qui se naturalisent tels quels dans la langue française et sur lesquels d'ailleurs on construit d'autres termes. Le succès de ces mots est dû à des facteurs multiples. C'est effectivement nos modes de communication, effectivement les réseaux sociaux, mais aussi les Tumblr, les blogs, tout ce web conversationnel dont on a déjà parlé. C'est aussi la jeune génération des féministes qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont extrêmement concernées par les questions du corps. La question du corps n'est pas nouvelle chez les féministes, mais elle est prise en main, si je puis dire, par les jeunes femmes de cette génération-là, de la 4e génération, de manière différente. Et donc effectivement, c'est un ensemble de facteurs. Mais je voudrais faire une petite remarque quand même sur l'apparente homogénéité de ce dont on est en train de parler. On donne une vision un petit peu homogène quand même des femmes, du travail des femmes, de l'égalité, de l'investissement des hommes dans les tâches ménagères. Et cette homogénéité, j'ai peur qu'elle soit un petit peu occidentale, un petit peu bourgeoise. Il ne faut pas oublier qu'en France même, il y a d'énormes différences entre des femmes qui sont d'origine migratoire, des migrantes, des femmes qui sont issues de cultures extrêmement différentes. Et donc le manspreading tel qu'on en parle là me semble aussi devoir être nuancé par rapport à des groupes et à des classes aussi, et à des niveaux socio-économiques qui changent un petit peu la donne. Puisque vous nous conduisez sur ce terrain, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a quelques-uns des combats contre le sexisme, Camille Froidevaux-Métry, et je vous poserai la même question, Marie Alibert, qui peut être considéré comme des combats en gros de sociétés riches, mais que le vrai combat pourrait être sur les questions sociales, sur les questions raciales, et pas peut-être sur des questions qui peuvent quand même paraître parfois anecdotiques. Camille Froidevaux-Métry. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le champ des luttes féministes est un champ dont l'immensité, même, je pense, vous échappe, à vous peut-être un peu plus qu'à moi, mais à moi aussi sans doute. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tellement de facteurs d'oppression à croiser que il faut à chaque fois nuancer. Je sais bien que les positions que je tiens, peuvent être interprétées comme représentatives d'un féminisme de femmes privilégiées, et c'est pas tout à fait faux non plus. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans une perspective notamment d'histoire des idées, c'est une fois encore les grands mouvements qui nous emportent, et je suis assez confiante dans la dimension irrésistible de ce mouvement d'égalisation des conditions féminines et masculines. Néanmoins, c'est important de rappeler effectivement à quel point, en fonction des classes sociales, des origines ethniques et de bien d'autres facteurs, urbains, ruraux, etc., les choses se présentent de façon très différente. Mais ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est un point extrêmement intéressant qu'a soulevé Marianne Pavot, qui concerne la question du corps. Ça, c'est quelque chose de tout à fait récent, je trouve, et qui m'est particulièrement cher, puisque c'est la perspective dans laquelle je réfléchis, moi, dans mon travail de réflexion féministe. On a un petit peu le sentiment depuis quelques années, mais assez récemment, une forme de prise de conscience par les femmes des implications de leur corporéité sexuée relativement justement à cette question de l'égalité entre les sexes. On a vu les années passées des combats menés pour faire baisser la TVA sur les protections hygiéniques, menés par la base militante et aboutissant à une loi votée en décembre 2015. Voilà, j'allais dire avec succès. On a vu une campagne de publicisation de la maladie de l'endométriose, une maladie très invalidante associée aux règles. On a vu une kyrielle d'ouvrages paraître sur cette question des règles, etc., etc. C'est comme si tout d'un coup les féministes, en quelque sorte, redécouvraient leur corps. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe également avec cette histoire du manspreading, c'est-à-dire que après avoir lutté pendant longtemps dans une perspective très universaliste, donc plutôt neutralisante, eh bien, à force de creuser le combat féministe, on retrouve en quelque sorte les implications associées au fait d'avoir un corps sexué dans l'espace public, un corps féminin ou un corps masculin. Et ça me paraît tout à fait intéressant. Et je crois que on doit cette redécouverte en quelque sorte effectivement aux jeunes générations, ces femmes qui ne se reconnaissaient pas totalement dans ce modèle un petit peu, neutre de l'individu de droit, et qui ont le sentiment au quotidien d'être confrontées à des problématiques très intimement liées à leur corps de femme, et qui du coup de la base et par les réseaux sociaux notamment publicisent des thèmes que des féministes peut-être des générations au-dessus d'elles s'étaient longtemps refusées à investir.
Est-ce que vous partagez ce constat, Marie Alibert, et est-ce qu'on pourrait parler peut-être d'un nouvel âge du féminisme? Il y en a eu plusieurs, et qu'après le combat universaliste, voilà, il y aurait, et que ce combat peut-être universaliste a sans doute aussi permis de passer à l'étape d'après, qui serait celle que vient de décrire Camille Froide-Vaumetry. Oui, effectivement, aujourd'hui, on voit se multiplier les collectifs, les associations, les groupes féministes ou revendiqués féministes de femmes jeunes, souvent, qui portent sur un sujet, qui travaillent sur, en général, un sujet ciblé, publicité sexiste, enfin voilà, qui font vraiment un zoom sur un sujet qui leur tient à cœur. Et c'est vrai que moi, je souhaite pas du tout hiérarchiser ces combats. Nous, à Oser le féminisme, on travaille toujours à la fois sur des sujets de fond, la précarité des femmes, le droit à l'IVG, la lutte contre les violences masculines, etc. Et en même temps, pour autant, on peut pas ignorer ce qui fait le quotidien de toutes ces femmes, que sont le manspreading, la publicité, etc., etc. Et du coup, il y a effectivement un effet un petit peu un zoom marketing avec ces noms un petit peu fun en anglais, etc. Et qui passe beaucoup par les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit. Mais pour nous, c'est extrêmement intéressant et c'est aussi une mine de jeunes femmes pleines d'initiatives, de militantes aussi et de femmes qui ont envie de faire bouger les choses, de faire avancer leurs droits, etc. Et nous, si vous permettez, j'ai un exemple sous les yeux d'un mail que j'ai reçu la semaine dernière. Alors c'est Les Glorieuses. Les femmes ont enfin leur newsletter. Donc Les Glorieuses, c'est une newsletter et c'est une newsletter qui est incubée par une agence de publicité qui s'appelle Mad and Woman. Donc fou et femme. Et avec ce slogan: ensemble, elles disent oui au femvertising, non au femwashing. Est-ce qu'on n'est pas là aussi quand même peut-être, alors, même si les outils de la publicité peuvent être intéressants, et là, semble-t-il ils le sont, ce qui explique aussi peut-être le succès de ces notions, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un excès d'utilisation des outils du marketing pour mener ces luttes, et aussi peut-être l'idée que aujourd'hui c'est un créneau porteur, la lutte contre le sexisme, et qu'on s'y engouffre comme on a pu s'engouffrer il y a quelque temps par exemple dans le domaine de la solidarité sociale, où on a vu tout un tas de start-up qui y allaient en disant vieilles associations, voilà comment il faut faire, quoi. Bien sûr, mais je vais pas cracher dans la soupe. Cette newsletter, elle touche probablement des gens que moi, à Oser le féminisme, je ne sais pas toucher. Peut-être des femmes plus jeunes, peut-être des femmes, je sais pas, de différents profils. Et donc pour moi, il y a aussi il faut se réjouir de la diversité des féminismes, etc. Et il y a une autre chose même qui est s'il y très a une forme d'opportunisme dans ces démarches-là. Je qualifierais pas d'opportunisme, mais surtout ce que je trouve important, c'est de dire que ça accentue le fait qu'on doit travailler ensemble. Les Glorieuses, nous, on est amenés à travailler avec elles, à les croiser dans des interorgas, avec d'autres associations, etc. Ce à quoi ça sert, c'est que on apporte toutes des choses différentes, des savoir-faire différents, des expertises différentes, et cette expertise que vous qualifiez de marketing, à juste titre probablement, elle nous est précieuse aussi, et elle peut nous aider à porter des messages auprès de publics qu'on touche pas d'habitude. Donc c'est aussi intéressant et riche. Marianne Pavot, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de femvertising ou de femwashing, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé donc sur ce communiqué. Oui, effectivement, mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a du militantisme et puis il y a une utilisation communicationnelle, publicitaire du militantisme. Et alors, si ça ne fait pas de mal, ça ne pose pas de problème. Bon, le problème, c'est que ça en fait de temps en temps. Mais ça peut faire pardonnez-moi juste, quand vous dites ça en fait de temps en temps, c'est-à-dire ça peut faire quel genre de mal justement? Ça peut effectivement mener des femmes qui ne sont pas suffisamment justement avertis et suffisamment informés de leur statut vers des impasses ou bien vers des problèmes qui sont liés à de mauvais conseils militants, par exemple. Mais je voulais revenir sur cette question du corps qui a été reprise par une autre intervenante. Camille Froide-Vaumetry. Le fait que les jeunes féministes actuelles, et qu'elles fassent du militantisme ou de la publicité, c'est pas très grave, se soient effectivement saisies de cette question du corps, va beaucoup plus loin que le manspreading dans le métro. Je pense par exemple à la maltraitance médicale. C'est, il me semble, la première génération de féministes qui interroge la manière dont leurs médecins, et en particulier leurs gynécologues, hommes souvent, mais femmes aussi, mais hommes souvent, se conduisent avec elles durant les consultations. Donc on est vraiment dans un continuum
le manspreading, la maltraitance médicale, dans un continuum qui montre bien effectivement que les jeunes femmes actuelles se saisissent tout à fait de leur corps. On a le vieux slogan « Mon corps m'appartient », mais elles ne font pas que le dire, elles le font véritablement. Et je pense que donc cette petite chose apparemment qu'est le manspreading est en fait encore une fois le laboratoire de quelque chose de beaucoup plus important. Camille Froide-Vaumetry. Oui, dans cet investissement corporel, j'allais dire, ce qu'il faut repérer, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait en surface en déduire, il ne s'agit pas du tout de ramener les femmes à leur nature et encore moins à leur corps procréateur ou à leur corps féminin. Pour le dire dans un vocable féministe, il ne s'agit pas du tout de différentialisme et encore moins d'essentialisme. Il se trouve que les individus contemporains ont cette chance assez inouïe dans le monde occidental d'avoir dans leur relation à leur corps la chance inouïe de pouvoir faire de leur destin ou de leur cheminement corporel ce qu'ils souhaitent. Et cette dimension-là, qui fait que nous avons tous une singularité incarnée, je crois qu'il était temps que le féminisme l'investisse. Et elle couvre des domaines qui sont très larges, effectivement, la question des violences médicales ou alors la question de l'accès des femmes à la contraception. On a eu aujourd'hui une très bonne nouvelle que je tenais absolument à rappeler avant la fin de l'émission. C'est la décision du Comité consultatif national d'éthique d'ouvrir la GPA aux femmes célibataires. La PMA. Non, pas la GPA, c'est pas pour tout de suite. Non, la PMA, effectivement, aux femmes seules. Même si les deux peuvent être liés. Couples lesbiens. Et donc cette possibilité donnée à toutes les femmes, sans aucune exclusion, d'avoir le choix, de faire un choix en ce qui concerne leur potentialité maternelle, ça me paraît c'est tout à fait important. Ce qui peut aussi d'ailleurs conduire du côté des hommes à avoir des revendications au nom de l'égalité des droits pour justement avoir peut-être accès à plus long terme à la GPA, parce que la PMA est rendue possible pour l'ensemble des femmes mariées. Albert, peut-être, on a évidemment beaucoup parlé des femmes, et c'est normal, étant donné l'émission qu'on fait ce soir, mais est-ce que dans la façon justement de mener ces nouveaux combats féministes et d'évoquer ces différentes manifestations du sexisme plus ou moins ordinaire, vous réfléchissez aux conditions, disons, de réception de ces messages par les hommes, au fait qu'il peut peut-être y avoir justement un effet qui serait globalement le suivant, à force finalement de nous reprocher tout un tas de comportements, on finit peut-être par mettre toutes les formes de sexisme au même niveau. Est-ce que ça fait partie de la réflexion des associations féministes ? Alors, quand je suis en train de militer pour les droits des femmes et pour le féminisme, je vais vous décevoir, mais non, je ne pense pas à ce que vont penser les hommes et je ne pense pas à leur réaction. Mais c'est un élément d'efficacité du message quand même, non ? Pas tellement. Moi, mon objectif, en fait, c'est de parler aux femmes, de faire que les femmes se sentent légitimes à prendre la parole, à revendiquer des droits, à réclamer l'égalité. Et mon objectif, donc, c'est toujours, avant tout et prioritairement, de parler aux femmes. Et vous savez, même quand on est dans des assemblées féministes avec des hommes dits féministes ou pro-féministes, les mêmes comportements que partout dans la société se reproduisent. C'est-à-dire que quand je fais une présentation, une formation, à la fin, qui prend la parole pour poser des questions ? Ce sont toujours d'abord les hommes. Ils parlent toujours plus longtemps que les femmes. Et les femmes parlent toujours après moins longtemps. Et vous savez, ces comportements-là, voilà, on les a même dans nos milieux militants. Donc pour moi, vraiment, la place des hommes, c'est un sujet complètement secondaire par rapport à redonner aux femmes leur place. Camille Froide-Vaumetry. Je trouve que c'est une position dommageable pour le féminisme et je trouve que par exemple un des combats qui me paraît absolument prioritaire aujourd'hui, c'est celui qui regarde la socialisation des petits garçons, des petites filles et des adolescents qu'on laisse totalement abandonnés, notamment dans ce moment de leur vie où ils sont en pleine découverte de leur sexuation et de la sexualité, qu'on laisse découvrir ces dimensions-là sur Internet, notamment via la pornographie, et qu'on abandonne totalement, alors même je parlais en début d'émission de socialisation différenciée, c'est de ça dont il s'agit. Rattraper ce retard immense que nous avons et faire en sorte que désormais les filles et les garçons soient éduqués de façon, disons, convergente et surtout que l'on s'adresse aux jeunes garçons pour leur faire prendre conscience de la responsabilité qu'elle a leur, justement pour les combats féministes du futur. Très 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 rapidement, si je peux répondre, bien sûr on se soucie de l'éducation différenciée, on fait des campagnes sur les jouets sexistes, sur comment éduquer ces petites filles, mais pour nous ça n'est pas prioritaire de s'adresser aux hommes en effet. Oui. C'est une règle immuable dans cette émission, c'est souvent lorsqu'elle se termine que les principaux éléments de débat émergent, même si on a évoqué bien entendu beaucoup de questions avec vous trois. Merci d'avoir participé à cette discussion. Camille Froide-Vaumetry, je rappelle La Révolution du féminin, ça a été publié chez
Gallimard. Merci à vous, Marie Alibert, porte-parole de l'association Oser le féminisme. Merci à Marianne Pavot, professeure en sciences du langage à Paris 13, qui était dans les studios de France Bleu Héros à Montpellier. Merci à nos camarades de France Bleu, ainsi qu'à toute l'équipe du Grain. Fanny Richer, Céline Leclerc, Cyril Baer, Antoine Tricot, Louise Fuseau. Émission réalisée par Lise-Marie Barret, avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille. Demain, Jean-Luc Mélenchon est-il méchant ? C'est la question que nous poserons à partir de 18h20.